Bonjour. On se pose tous les jours plein de questions sur le monde, mais est-ce qu'on s'arrête parfois pour se demander comment on arrive à être sûr de certaines choses? Comment on sait ce qui va se passer juste après? C'est une question assez vertigineuse en fait. Et aujourd'hui, justement, on plonge dans des textes qui s'attaquent à ça. Des extraits de L'enquête sur l'entendement humain de David Hume, c'est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, et il a pas mal secoué nos idées sur le savoir. Absolument, c'est un texte fondateur. Hume, il parle de deux types de philosophie. Une facile et évidente, qui nous aide dans la vie de tous les jours, la morale, le goût, Oui, plus pratique, orienté vers l'action. et une autre plus coriace, disons, abstraite et profonde, qui va chercher les fondations de notre pensée. C'est celle-là qu'on va explorer ensemble. C'est ça, on va creuser un peu. Et attention, c'est pas juste de la théorie pour le plaisir, hein. Ce que dit Hume, ça a des échos très concrets sur comment on raisonne au quotidien. Notre but, essayer de décortiquer comment il voit l'origine de nos idées et surtout ce lien si crucial de cause à effet. Prêt? Allons-y. Pour comprendre Hume, il faut vraiment partir de sa base. Comment il classe nos perceptions? Pour lui, tout dépend de leur vive, leur force, leur vivacité. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les impressions. Ça, c'est nos perceptions directes, intenses. Voir une couleur, entendre un son, la douleur, l'amour, la haine. C'est l'expérience brute, quoi. Vécue. Ah oui, comme sentir la chaleur d'une flamme sur la main ou la colère qui nous prend. Exactement. Ça, c'est l'impression. Et de l'autre côté, il y a les idées. Alors les idées, pour Hume, ce sont des sortes de copies, mais plus faibles, plus pâles, de nos impressions. Elles apparaissent quand on pense à une sensation passée, quand on se souvient, quand on imagine. Penser à la colère, c'est moins fort que d'être en colère. D'accord. Se rappeler un paysage, c'est moins prenant que de le voir vraiment. Voilà. Hume insiste beaucoup là-dessus. Même la pensée la plus vive, la plus intense, elle reste toujours inférieure à la sensation la plus terne, la plus faible. Il y a une différence de nature, en quelque sorte. Et le point clé, si je comprends bien, c'est que pour Hume, toutes nos idées, absolument toutes, elles viennent d'une impression qu'on a eue avant. C'est ça, là. C'est le cœur de son empirisme. Même les idées qui ont l'air les plus folles ou abstraites, l'exemple classique, c'est la montagne d'or. Ah oui, On n'a jamais vu de montagne d'or. Mais on a vu de l'or, ça c'est une impression visuelle. On a vu des montagnes, autre impression visuelle. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il combine l'idée d'or et l'idée de montagne. donc l'esprit, il invente rien à partir de zéro. Il fait que mixer, découper, assembler ce que les sens lui ont donné. C'est exactement ça. Il compose, transpose, augmente, diminue, mais toujours à partir du matériel fourni par l'expérience, que ce soit les sens externes ou nos sentiments internes. Fini les idées innées qui seraient là dès la naissance. Bon, il mentionne une toute petite exception possible, un cas très particulier, l'histoire de la nuance de bleu manquante. Si quelqu'un a vu toutes les nuances de bleu sauf une, est-ce qu'il pourrait l'imaginer? Bonne question. Non, pense que oui peut-être, mais il dit que c'est tellement spécifique que ça change pas sa règle générale. L'important c'est la conséquence. Si on a une idée un peu floue, un concept abstrait, pour le clarifier, il faut chercher l'impression d'origine. Et si on n'en trouve pas? L'idée risque d'être vide, sans signification réelle, selon Hume. C'est un critère assez radical pour évaluer la validité de nos concepts. D'accord. Donc on a nos briques, les impressions, sensations, émotions, et leurs copies, les idées. Mais comment on construit quelque chose avec ça? Comment on raisonne sur le monde qui nous entoure, sur ce qui se passe? Alors là, Hume fait une autre grande distinction. Il dit que les objets de notre raison, ce sur quoi on pense, se divisent en deux catégories. D'abord, ce qu'il appelle les relations d'idées. Les maths, la logique, ce genre de choses? Exactement, 2 plus 2 est 4, le théorème de Pythagore, ce sont des vérités qu'on découvre par la pensée seule, sans regarder le monde. Elles sont nécessaires, leur contraire est impossible, ça implique une contradiction, on ne peut pas imaginer un cercle carré. Logique. Mais ça nous dit rien sur si le soleil va se lever demain, par exemple. Justement, ces vérités ne décrivent pas ce qui existe. Ça, c'est l'autre domaine, les faits, ou matters of fact en anglais. Ah, voilà ce qui nous intéresse au quotidien. Que le soleil brille, que j'ai un micro devant moi, que le feu brûle, tout ça, on le sait par l'expérience. Et la grosse différence, c'est que le contraire d'un fait est toujours possible logiquement. Comment ça? On peut parfaitement imaginer, sans contradiction, que le soleil ne se lèvera pas demain. C'est pas absurde comme imaginer un cercle carré.
C'est peut-être très improbable d'après notre expérience, mais c'est pas logiquement impossible. D'accord, je vois la nuance. Et donc la question cruciale pour Hume devient comment on peut connaître des faits qui dépassent ce qu'on voit là, maintenant, ou ce dont on se souvient? Comment on peut anticiper, prédire, généraliser à partir de nos expériences? Ben, on utilise la cause et l'effet, non? Si je vois de la fumée au loin, je me dis tiens, il y a sûrement un feu. Si je lâche mon stylo, bon, je m'attends à ce qu'il tombe. Vous mettez le doigt dessus. Pour Hume, tous nos raisonnements concernant les faits, tout ce qui nous permet d'aller au-delà de l'observation directe ou de la mémoire, ça repose entièrement sur la relation de cause à effet. C'est ce lien qui nous permet de d'inférer des choses. Voilà. Trouver une montre sur une plage déserte. On infère qu'un humain est passé par là avant. Recevoir une lettre de Rome. On croit que notre ami est à Rome. C'est ce lien causal qui étend notre connaissance au-delà de l'ici et maintenant. Ok, ça me parle. Mais alors, la question qui tue. D'où est-ce qu'on la sort, cette connaissance de la cause et de l'effet? C'est notre raison, notre logique, qui nous dit que le feu doit brûler, que la cause entraînait l'effet? Et c'est là que Hume lance sa bombe philosophique. Sa réponse est nette et assez déstabilisante. Cette connaissance vient uniquement de l'expérience. Uniquement, pas du tout de la raison pure. Non. La raison seule, a priori, c'est-à-dire avant toute expérience du monde, ne peut absolument rien nous dire sur les causes et les effets. Il prend l'exemple célèbre d'Adam, le premier homme. Ah oui, Imaginez Adam fraîchement créé avec une intelligence parfaite. Il voit de l'eau pour la première fois. Est-ce que la transparence, la fluidité de l'eau lui disent, logiquement, qu'elle peut le noyer? bah non, pas vraiment. Et le feu, sa lumière, sa chaleur, est-ce que ça implique logiquement qu'il peut le brûler, le détruire? Pas du tout. Les qualités sensibles d'un objet ne nous révèlent jamais par la seule logique ses pouvoirs cachés ou ses effets futurs. Attendez, même pour des trucs qu'on connaît par cœur. Quand je vois une boule de billard en frapper une autre, j'ai vraiment l'impression de voir la première pousser la seconde. Je vois la cause qui produit l'effet, non? Ce n'est pas juste une déduction après coup? C'est une illusion très forte. Hume est d'accord là-dessus. Mais il nous demande qu'observe-t-on vraiment? On voit la première boule rouler. Puis elle touche la seconde. Puis la seconde se met à rouler. On voit une succession d'événements très proches dans le temps et l'espace. On observe ce qu'il appelle une conjonction constante. Une conjonction, ok, mais la poussée, la force. On ne la voit jamais. On ne perçoit jamais par les sens un lien nécessaire, un pouvoir qui passerait de la première boule à la seconde. Ce qui se passe, d'après Hume, c'est autre chose. C'est qu'après avoir vu plein de fois des séquences similaires, une boule A touche une boule B, B bouge, notre esprit prend l'habitude. L'habitude. Oui, la coutume comme il l'appelle, c'est comme un réflexe mental qui se crée. À force de répétition, dès qu'on voit A toucher B, notre esprit anticipe, il s'attend à ce que B bouge. C'est cette habitude, cette coutume qui nous fait faire l'inférence, pas un raisonnement logique sur la nature des boules. Alors là, ça change tout, hein. Si notre compréhension de la causalité, qui est quand même à la base de presque tout ce qu'on croit savoir sur le monde et de comment on agit, si ça repose pas sur la raison, mais sur une sorte d'habitude, ça pose une question énorme, non? Tout à fait. Qu'est-ce qui nous garantit que le futur va continuer comme le passé? Comment on justifie logiquement de passer de «j'ai vu que le pain m'a toujours nourri» à «le prochain pain que je mangerai va me nourrir»? Il y a une base solide pour cette confiance? Vous touchez au cœur du problème que Hume soulève. C'est le fameux problème de l'induction. Et sa conclusion est assez radicale. Il n'y a aucune justification rationnelle, aucune preuve logique pour cette inférence fondamentale. Aucune, vraiment. On ne peut pas le prouver par la logique pure, ce qu'il appelle un raisonnement démonstratif. Pourquoi? Parce que le contraire n'est pas contradictoire. On peut imaginer un monde où demain les lois de la nature changent, où le pain devient du poison, où les objets tombent vers le haut. C'est pas logiquement absurde comme un cercle carré. C'est peut-être fou, mais pas contradictoire. D'accord. Et on ne peut pas dire «mais regarde, jusqu'ici, ça a toujours marché, l'expérience montre que le futur ressemble au passé, donc ça va continuer». Ça semble bon sens, non? Ah, mais ça, dit Hume, c'est un raisonnement circulaire. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe. Pour prouver que l'expérience passée est un bon guide pour le futur, on utilise l'expérience passée comme preuve. On suppose déjà ce qu'on essaye de démontrer. Ah oui, je vois le cercle. Donc cette croyance fondamentale que le futur sera conforme au passé, sur laquelle repose toute la science expérimentale, toute notre vie pratique, eh bien, elle n'a pas de fondement logique ultime. C'est un sacré coup porté à notre prétention à la rationalité pure.
Mais alors comment on fait? Si ce n'est pas la raison qui justifie ça, on devrait être paralysé par le doute, non? Attendre à chaque instant que tout change. Or, on fonctionne, on vit notre vie. Exactement. Et la réponse de Hume, elle n'est pas logique, elle est psychologique. Puisque la raison ne peut pas fonder cette croyance, c'est autre chose qui nous guide. Et cette autre chose, c'est la coutume, l'habitude. C'est elle, la clé. Pour Hume, oui. Il l'a décrit comme un principe fondamental de la nature humaine, une sorte d'instinct presque, quelque chose d'essentiel pour notre survie, implanté en nous par ce qu'il appelle une sagesse de la nature. C'est la répétition des expériences qui forge cette association très forte dans notre esprit. Quand on voit la cause, disons la flamme, notre pensée est portée presque automatiquement, sans réfléchir, vers l'effet habituel, la chaleur, la brûlure. Sans ce mécanisme, dit Hume, on serait complètement paumé, incapable d'adapter nos actions, d'anticiper quoi que ce soit au-delà de ce qu'on voit ou sent à l'instant T. Donc quand je m'attends à ce que mon café chaud me veut chauffe, ce n'est pas une conclusion logique tirée des propriétés du café, mais plutôt une sorte d'impulsion instinctive, née de l'habitude de boire du café chaud. C'est tout à fait l'idée. Et cette attente ferme, cette conviction qu'on a « ça va me réchauffer », Hume lui donne un nom, la croyance, belief. Il se demande qu'est-ce qui fait la différence entre croire que la boule de billard va bouger quand l'autre la frappe et simplement imaginer qu'elle va s'envoler ou se transformer en grenouille. Bonne question. C'est pas juste une idée en plus? Non, dit Hume. La différence, ce n'est pas une idée supplémentaire, c'est un sentiment, une manière particulière de concevoir l'idée. La croyance, c'est une idée qui est ressentie de façon plus vive, plus forte, plus stable. Elle a plus de poids dans l'esprit, elle s'impose à nous. Et d'où vient ce sentiment de vivacité et de force? Il naît justement de la connexion établie par la coutume avec une impression présente. Quand je vois la première boule rouler et toucher la seconde, impression présente et vive, cette vivacité se transmet, via le lien habituel forgé par l'expérience, à l'idée de la seconde boule qui bouge. L'impression communique sa force à l'idée associée par l'habitude. Ah, c'est intéressant ça. Et les fameux principes d'association d'idées dont il parle, la ressemblance, la contiguïté dans le temps ou l'espace, et la causalité elle-même, ils jouent un rôle là-dedans. Oui, tout à fait. Ce sont comme des autoroutes pour notre pensée. Ils facilitent le passage d'une idée à l'autre et aident à transmettre cette vivacité. Voir un portrait, ressemblance, ravive plus fortement l'idée de la personne réelle. Penser à une pièce de sa maison, contiguïté, rend les idées des pièces voisines plus présentes. Et bien sûr, voir la cause, causalité, rend l'idée de l'effet particulièrement prégnante, vivace. La croyance, c'est ce mélange complexe d'une idée rendue forte et stable par ce sentiment spécial, nourri par l'habitude et facilité par ses associations. D'accord. Mais revenons à cette histoire de connexion nécessaire. Même si on accepte que c'est l'habitude qui nous fait anticiper les faits, on a quand même l'impression, non? Ce sentiment très fort qu'il y a une vraie force, un pouvoir dans la cause qui produit les faits. Que ce n'est pas juste A suivi de B, mais A force B. D'où vient cette idée si ancrée, si on ne la voit jamais directement? C'est une excellente question, et Hume la prend très au sérieux. Il part à la chasse à l'impression. D'où vient cette idée de pouvoir, de force, de connexion nécessaire? Si toutes nos idées viennent d'impression, il doit bien y avoir une impression à l'origine de celle-là. Alors il cherche, il regarde le monde extérieur, la collision des boules, l'aimant qui attire le fer. Rien. On ne voit que la succession, la conjonction constante, jamais la connexion elle-même. Et en nous, dans notre propre esprit. Bonne piste. Il regarde l'action de notre volonté sur notre corps. Je décide de lever le bras, mon bras se lève. Est-ce que je sens le pouvoir qui relie ma volonté à mon muscle? Non. Je sens la volonté, je vois le bras bouger, mais le lien entre les deux reste mystérieux. On ignore comment l'esprit agit sur le corps. C'est vrai. Pareil quand on décide de penser à une idée précise. Je veux me souvenir de ce que j'ai mangé hier. Je fais un effort mental, une sorte de volonté, l'idée apparaît peut-être. Mais est-ce que je perçois la force créatrice de mon esprit qui produit cette idée? Pas vraiment. Donc, nulle part on ne trouve d'impression directe de ce lien causal puissant, de cette nécessité. C'est la conclusion de Hume. Nulle part. Alors, d'où vient l'idée dire? Eh bien, elle vient, dit-il, de l'expérience interne de l'habitude elle-même. Après avoir observé de très nombreuses fois A suivi de B, notre esprit acquiert une sorte de détermination interne.
Quand on pense à A, notre esprit est comme poussé à penser à B. C'est ce sentiment de transition mentale, cette attente fluide et quasi automatique qui est l'unique impression que nous ayons et qui est à l'origine de notre idée de connexion nécessaire. Attendez. Donc, la nécessité qu'on croit voir dans les objets, elle viendrait en fait de notre propre ressenti intérieur, de notre propre habitude mentale projetée sur le monde extérieur. Exactement. C'est cette détermination interne de l'esprit, ce sentiment de transition habituel qu'on prend pour une connexion réelle entre les objets. C'est assez en renversant comme analyse. Waouh. Et c'est ça qui l'amène à proposer deux définitions de ce qu'est une cause. Hmm, Une qui décrit juste ce qu'on voit de l'extérieur. oui. Une cause, c'est un objet suivi d'un autre, tel que tous les objets similaires au premier sont suivis d'objets similaires au second. C'est la définition basée sur la régularité observée, la conjonction constante. Et l'autre définition, elle intègre cette dimension interne, cette transition mentale. Précisément, une cause, c'est aussi un objet suivi d'un autre et dont l'apparition conduit toujours la pensée à celle de l'autre. Cette deuxième définition capture l'aspect psychologique, l'inférence que notre esprit fait grâce à l'habitude. Ces deux définitions ensemble rendent compte de ce qu'on entend par cause, mais sans jamais supposer une force occulte ou un pouvoir caché dans les choses elles-mêmes. C'est une redéfinition assez profonde en effet. Et j'imagine qu'il applique cette analyse de la nécessité basée sur l'habitude et l'inférence mentale, même à nos propres actions humaines. Ça doit avoir des conséquences sur le débat classique entre liberté et déterminisme. Tout à fait. Pour Hume, la nécessité, si on la comprend comme il l'a définie, c'est-à-dire comme une conjonction constante entre des motifs, des caractères, des circonstances d'un côté et des actions de l'autre, et comme une inférence que notre esprit fait, on s'attend à ce que les gens agissent d'une certaine manière vu leur caractère, eh bien, cette nécessité-là s'applique tout autant aux actions humaines qu'aux événements naturels. On observe des régularités dans le comportement humain. Oui, et on compte dessus. Pour vivre en société, on suppose que les gens ne vont pas agir de façon complètement aléatoire, que leurs actions sont liées à leurs désirs, leurs croyances, leur personnalité. Sinon, la vie sociale serait impossible. D'accord. Mais si nos actions sont nécessaires dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté et de notre responsabilité morale, si tout est déterminé par les motifs? C'est la grande question. Hume fait ici une distinction cruciale entre deux types de liberté. Il rejette ce qu'il appelle la liberté d'indifférence. C'est l'idée qu'on pourrait choisir d'agir sans aucune influence de nos motifs ou de notre caractère, un peu comme si on tirait nos actions à pile ou face. Pour Hume, ça c'est absurde. Ça n'existe pas et ce ne serait même pas souhaitable. Et l'autre liberté, celle qu'il accepte? C'est ce qu'il nomme la liberté de spontanéité. C'est beaucoup plus simple. C'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir selon les déterminations de sa propre volonté. Si je décide de me lever et que rien ne m'en empêche, physiquement, pas de chaîne, pas de mur, alors je suis libre de me lever. Si je décide de rester assis, je suis libre de rester assis. Donc, c'est la liberté comme absence de contraintes extérieures. Essentiellement oui. Et cette liberté-là, dit Hume, est parfaitement compatible avec la nécessité des motifs. Le fait que ma décision de me lever découle de mes désirs et de mon caractère, nécessité, n'empêche pas que j'ai le pouvoir d'exécuter cette décision si rien ne m'en empêche. Liberté de spontanéité. Et il pense que cette compatibilité est importante pour la morale. Fondamentale. Il dit qu'on ne tient quelqu'un pour responsable de ses actes que si deux conditions sont remplies. Primo, que ses actes découlent de son caractère, de ses intentions, c'est le lien de nécessité. On ne blâme pas quelqu'un pour un acte fait sous la contrainte absolue ou par pur hasard. Et secondo, qu'il avait le pouvoir d'agir autrement, s'il l'avait voulu, c'est la liberté de spontanéité. Donc, loin de s'opposer, nécessité et liberté, bien comprises, sont les deux piliers de la responsabilité morale. C'est une tentative assez habile de réconcilier les deux. Et pour les questions plus métaphysiques ou théologiques, si tout est lié par des causes, qu'en est-il de Dieu, de la première cause, du problème du mal? Là, il ne veut un peu plus prudent. Il admet que sur ces questions très profondes, la préscience divine, la création, l'origine du mal, la raison humaine se heurte à ses limites. On tombe facilement dans des obscurités, des contradictions qu'on n'arrive pas à résoudre avec nos seules facultés naturelles. Il suggère une forme de retenue, de scepticisme face à ces grands mystères. Ce qui nous ramène justement au scepticisme. Après tout ce qu'on a dit sur les limites de la raison, sur le rôle de l'habitude, faut-il devenir complètement sceptique? Conclure qu'au fond, on ne sait rien avec certitude?
Il critique assez fortement le scepticisme extrême, celui qu'il associe aux anciens pyrrhoniens, qui prétendaient douter de tout et suspendre tout jugement. Il trouve ça impraticable, tout simplement. La vie elle-même, nos besoins naturels, le simple fait d'agir réfute constamment un doute aussi radical. Personne ne peut vivre comme ça. Essayer de douter si on a faim ou si on va tomber en descendant l'escalier, ça ne tient pas une seconde. D'accord, pas de doute radical. Mais il y a une forme de scepticisme qu'il trouve utile, non? Oui, tout à fait. C'est ce qu'il appelle le scepticisme modéré ou académique. Celui-là, il le valorise. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne l'humilité intellectuelle. Il nous rend plus prudents dans nos affirmations, il nous rappelle les limites réelles de nos capacités cognitives. Il nous incite à rester dans les clous, en quelque sorte. C'est un peu ça. Il nous encourage à concentrer nos recherches sur les sujets qui sont à la portée de notre expérience, sur les questions de la vie courante. Il nous rappelle que la certitude absolue, la démonstration rigoureuse, ça n'existe que dans le domaine abstrait, des relations d'idées, les maths, la logique. Pour tout le reste, pour les faits, le monde réel, on doit se contenter de l'expérience, de la probabilité, en étant guidé par notre bonne vieille coutume. Et c'est cette position, cette limitation du savoir légitime, qui l'amène à sa conclusion finale assez provocatrice sur les livres qu'on devrait garder ou pas. Exactement. C'est la conclusion logique et célèbre de son « Enquête ». Il dit en substance, quand on parcourt les bibliothèques armées de ces principes, quel ménage faudrait-il faire? Si on prend un livre de théologie ou de métaphysique scolastique par exemple, demandons-nous, contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre? Maths, logique, non. Contient-il des raisonnements fondés sur l'expérience concernant les faits et l'existence? Non. Alors, qu'on le jette au feu, car il ne peut contenir que sophisme et illusion. Oucha, c'est assez direct comme critère. C'est une affirmation très forte de la primauté de l'expérience et de la logique formelle, comme seule source de connaissances valides pour lui. Tout le reste, c'est du bavardage sans fondement. Fait. Tout ça ne vient pas d'une raison pure et parfaite, mais profondément enracinée dans l'expérience répétée et dans un mécanisme psychologique clé, l'habitude, la coutume. Son analyse est fascinante parce qu'elle montre à la fois comment on arrive à naviguer dans le monde grâce à ça, mais aussi à quel point les fondations de notre savoir sur les faits sont peut-être moins solides, moins rationnelles qu'on aimerait le croire. Ça fait réfléchir. Absolument. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion pour nous aujourd'hui. Si nos croyances causales les plus basiques, celles dont dépendre notre survie, croire que le pain va nous nourrir, que le sol sous nos pieds va nous porter, reposent au final sur une habitude psychologique plutôt que sur une certitude logique, quelle confiance raisonnable peut-on avoir dans nos prédictions, nos modèles, quand on s'attaque à des systèmes infiniment plus complexes? Comme le climat, l'économie, la politique. Exactement. Des systèmes où les régularités sont moins évidentes, où les facteurs sont innombrables, où l'expérience passée n'est peut-être pas toujours un guide fiable. Si Hume a raison sur les limites de l'induction basée sur l'expérience et la coutume, où s'arrête le domaine où ces guides sont pertinents? Et quand on formule des jugements, des prévisions, des politiques sur ces sujets complexes, qui dépassent souvent l'expérience directe et répétée, sur quoi reposent vraiment nos convictions? Est-ce une extrapolation audacieuse de l'expérience, une forme de pari, ou peut-être une sorte de foi nécessaire qu'on appelle confiance scientifique, conviction politique ou engagement personnel? L'enquête de Hume, finalement, reste une invitation très actuelle à examiner lucidement la nature et la solidité de nos propres certitudes face à un monde incertain. Une invitation à la lucidité et peut-être aussi, comme vous disiez, à un peu plus de modestie intellectuelle. C'est sur cette pensée stimulante que nous allons conclure notre discussion autour de l'entendement humain selon David Hume. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.